gens m'appellent l'idole des punks. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui sera mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une punkette souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le pogo terminé, s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des punks. Il en est même qui m'envient, mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Didier Vampas, auteur, compositeur, interprète du groupe Les Vampas, formé au début des années 80 en pleine vague du punk français. Les Vampas vont jouer sur les principales scènes alternatives de l'époque, aux côtés des groupes tout aussi mythiques que La Mano Negra, Washington Dead Cat, Les Garçons Bouchés, Berruyer Noir, Ludwig von 88, Parabellum. Ils sont aujourd'hui quasiment le seul groupe survivant de ces années-là. Début des années 90, profitant d'un regain d'intérêt pour les majors, pour la scène alternative, les Vampas signent avec BMG et sortent l'album Simple et Tendre 93. Puis Trop Précieux 95, avec des moyens plus importants. Et c'est à cette époque que le groupe se stabilise avec toujours un mélange de tendresse, d'humour, provocation, autodérision. Les paroles sont portées par la voix sans égale de Didier Vampas, qui assume des sonorités parfois assez aiguës, et le groupe affirme même « Le chanteur, je cite, le chanteur des Vampas chante faux, mais c'est fait exprès ». Didier Vampas est clairement une exception dans le paysage du rock français, malgré 30 ans passés en tant que leader de son groupe, et son emploi qu'il a conservé à la RATP jusqu'au 31 mai 2012 à 14h, date à laquelle il part en retraite. Il a donné des centaines de concerts partout, évidemment, depuis 86, avec une douzaine d'albums, et les Vampas ont finalement commencé à accéder à leur notoriété à partir de plusieurs tubes qui ont fait accroître leur notoriété, notamment Rimini, que l'on va rapidement écouter. Le soir quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'il t'a pris d'aller mourir à Rimini? Barbe noire t'attendait là-haut, les pirates étaient fiers de toi. Non mais vraiment, qu'est-ce qui t'a pris
Puis un autre titre très célèbre, peut-être celui qui les a fait le plus connaître. On peut lancer. Dans les Glasios, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit, on s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances, au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pâques. C'est bon la Normandie comme le dit ma grande Marie. Mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé. Je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Et un dernier extrait, on va commencer ensuite, un dernier extrait d'une chanson évidemment célèbre, qui a valu d'être interdit dans sur certaines ondes. Là, il n'y a pas de clip qui a été fait pour celui-là. On se demande peut-être pourquoi. Si, il y a le clip des Guignols. Les Guignols avaient fait un clip. Les clips des Guignols, c'est vrai. C'est ma dernière chance. Faut que j'ai confiance en la justice française. J'aimerais tellement lui faire plaisir, mais je n'ai pas assez de relation. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. Avec tous ces tubes-là, il n'a néanmoins pas perdu la sympathie du premier public, le public originel, le public punk. Et bien que désormais connus du grand public, les Vampas gardent leur ligne punk. Ils ironisent sur la tendance variété électronaissante avec le titre à rallonge de leur album en 2003, Never Trust a Guy Who, After Having Been a Punk, Is Now Playing Electro, qui est aussi une référence au slogan punk Never Trust a Hippie. Les deux derniers albums ne sont pas sans singularité dans leur titre, évidemment. Le premier, enfin, l'avant-dernier, Les Vampas sont la preuve que Dieu existe. Et le second, celui qui est sorti il y a quelques semaines, Les Vampas font la gueule. Merci beaucoup d'être avec nous, Didier Vampas. Et on va, vous pouvez l'applaudir pour le remercier chaleureusement. On va simplement faire une conversation, il n'y a pas de conférence à proprement parler, puisqu'elle se passera juste après dans le patio, une conversation que je vais initier, et puis très rapidement... On n'est pas là pour rigoler, on est là pour parler d'économie. Hein, exactement. Vous êtes payé pour... D'ailleurs, je n'ai pas de micro, ce qui me permet... voilà, on lui a pris son micro, ça commence bien. Donc voilà. Ça se passe bien la retraite ? Oui, ça va. Ouais, très bien. Enfance de Didier Vampas en banlieue parisienne, Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, un père ouvrier, une mère au foyer, tous deux communistes. Ouais, pas communiste pur et dur, quoi. Communiste d'après-guerre. Ils écoutent Brel, Brassens, Piaf, communiste Ferrat. humaniste. Communiste humaniste. Est-ce que ça forge l'individu que tu es ? Bah oui, je crois que d'avoir eu des parents communistes, comme disait Balasco, c'est une chance, mine de rien, dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on t'apprend plein de valeurs. Enfin, moi, ils m'ont inculqué des valeurs humanistes, des valeurs de... Tu veux pas t'asseoir parce que moi, je vais pas. Ah d'accord, si tu veux. Ça, on sera quand même... Les communistes d'après-guerre, français en tout cas, c'était vraiment des gens, c'était presque des catholiques pratiquants. Enfin, tu vois, genre, ils croyaient à une grande idéologie, à une vision du monde grande et belle, et qui venait de l'après-guerre, enfin, qui venait de tout ça. Et voilà, ils m'ont communiqué tout ça. Toute cette, ouais. Et ces valeurs communistes ou ces valeurs humanistes, dans quelle mesure elles se retrouvent après dans la vie, dans ta vie ? Elles se retrouvent surtout dans le fait que j'ai toujours refusé après de rentrer dans le jeu dans le grand jeu du marketing et tout ça, quoi. J'ai toujours refusé d'entrer là-dedans. Je n'ai même pas refusé, pour moi c'est tellement
je sais pas, c'est pas dans mes gènes, quoi. J'ai l'impression que je pourrais pas essayer de me vendre, essayer de faire ma promo, j'ai vraiment pas envie de ça, quoi. J'ai vraiment envie de tout le contraire. Et en plus d'avoir rencontré le punk à 15 ans, ça m'a conforté là-dedans. Ça m'a conforté dans le fait que voilà, l'art, c'est pas du tout... Pour moi, l'art n'est pas compatible avec le fait d'essayer d'en revivre. Toi, c'est bizarre à dire, mais une démarche artistique, c'est quelque chose qui est fait pour déranger les gens, choquer. Donc après, on va pas se plaindre si on n'en vit pas. Tu vois, c'est toujours un peu ambigu d'essayer de vivre de son art, quoi. Pour moi, j'ai jamais eu envie de le faire. C'est ce qui explique peut-être le très court extrait qu'on peut avoir de l'extrait. C'est très court, mais qui est intéressant peut-être pour comprendre ça. Je sais pas, un punk ou un curé qui travaille pour manger, faut quitter au mendier. Je sais pas, t'allais faire les 3 litres quand tous les mondes voudraient être des rockstars tout de suite. Ouvrier, ouvrier. Punk ouvrier, ouais. C'est vrai que j'ai travaillé à la RATP pendant 30 ans. Je suis rentré par hasard parce que mon père, un jour, avait écrit à la SNCF, à l'EDF, un peu partout. Et un jour, j'ai reçu une lettre de la RATP. Et avant, j'ai bossé en usine pendant 1 an. Et quand je suis rentré à la RATP, je me suis dit, c'est quand même mieux. Donc, je suis resté à la RATP. Et ça m'a permis, justement, de continuer à faire la musique que j'avais envie de faire. Quand ce qu'on a envie de faire au fond de soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas vendeur, qui n'est pas grand public, comment on fait? On change ce qu'on a envie de faire pour en vivre? Ou alors, on assume, et puis à côté, on se débrouille pour vivre, et on travaille, on fait ce qu'on veut, et ce qu'on peut. Et à côté, on fait ce qu'on aime. Plutôt que changer ce que j'aime, la musique que j'aime, plutôt que changer ça, non, je préfère travailler à côté. Ouais. Donc punk ouvrier, oui, j'étais... Mais c'est vrai que j'étais un peu punk ouvrier, comme il y avait les prêtres ouvriers dans les années 60, c'est-à-dire que je travaillais pour de vrai, hein, je faisais les 3-8 et je bossais comme tout le monde, mais j'étais un petit peu à part, un peu spectateur de ce monde. Mais souvent on entend que là, il faut être complètement engagé dans son art pour penser son art, pour vivre, pas forcément de son art, mais en tout cas y être pleinement, quitte à ne pas en vivre, être pauvre peut-être. Il n'y a pas d'incompatibilité entre vivre son art pleinement et travailler pour vivre ? Je ne crois pas, justement, l'art, c'est juste qu'il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à exprimer. Et le fait de vivre une vie normale, de travailler comme tout le monde, ça permet pour moi en tout cas, ça me permettait justement d'avoir les pieds sur terre et justement de ne pas partir dans des grandes théories fumeuses, parce qu'on vit dans sa bulle. Non. Je connais trop de gens, trop de musiciens qui ont tous arrêté de travailler, qui se sont dit un jour, on arrête de travailler, on ne fait plus que de la musique. Et au bout d'un moment, tu les rencontres dans les loges des festivals et ils n'ont rien à raconter à part de combien tu as vendu ton dernier disque. Des choses comme ça, c'est pas intéressant. Donc cette vie-là que tu as souhaité mettre en œuvre, que tu as souhaité développer, évidemment, elle est issue fondamentalement des valeurs punk. Oui. En quelques mots, le punk. Le punk, c'était... Moi, j'avais 15 ans en 77 quand le punk est arrivé, et le punk, pour moi, ça a été la liberté totale. C'était... On fait ce qu'on veut, on pense comme on veut, on peut être différent des autres surtout. Moi, à 15 ans, j'étais tout seul en banlieue, pas bien dans ma peau, je jouais pas au foot, j'aimais pas les Bee Gees, j'étais pas invité au Boom par les copains, et je lisais, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et quand le punk est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens comme moi dans le monde. Il y avait tout un univers, toute une galaxie, toute une forme d'art qui existait. Il y avait plein d'autres gens comme moi dans le monde que j'ai rencontrés en écoutant leurs disques, en lisant les livres, tout ça, Et après, j'ai rencontré des gens. Mais déjà, quand j'étais tout seul dans ma chambre, j'ai rencontré un autre monde qui existait. Et je savais que c'était possible. Quand on sait que c'est possible qu'il y a un autre monde qui existe, ça donne la foi. On sait que voilà, on peut continuer à... Même si on est différent des autres, on peut y arriver. Et pour moi, le punk, c'était pas nos futurs, c'était pas Destroy, et c'était pas tout ça. C'était le contraire. C'était le futur est possible. Pour moi, c'était... Oui, vraiment, tout est possible. Mais ça va jusqu'à l'engagement peut-être politique. Un Chirac en prison, est-ce que c'est un engagement politique? Est-ce que c'est une traduction de ce que tu penses? Est-ce que c'est un engagement jusqu'à, pas nos futurs, mais en tout cas pas l'avenir tel que les gouvernements nous les dessinent?
Non, je rentre en prison, c'est simplement qu'après, on avait eu un petit succès avec Manu Chao et je savais que j'allais avoir un peu accès aux médias et j'avais pas envie de faire comme tout le monde qui, tous les soirs, quand on regarde la télé, enfin moi j'ai pas de télé, mais ça m'arrive de regarder, quand tu vois tous les gens qui viennent vendre leurs livres, leurs films ou leurs disques, c'est ça tous les soirs. Enfin, le peu que je regarde, c'est nulle part ailleurs. Enfin, tu vois, ils passent tous vendre leurs trucs tous les soirs, quoi. Et moi, non, j'ai pas envie d'être comme eux et de faire ça. Donc je me suis dit, quitte à passer à la télé un peu ou à la radio, autant essayer de faire quelque chose. Et un jour, j'étais voir un spectacle pour enfants, avec mes enfants. Et c'était un spectacle de marionnettes sur la censure au temps de Louis XIV. Et on expliquait, bon, c'était un petit spectacle avec des marionnettes. Et à la fin du spectacle, les marionnettistes ont dit, aujourd'hui, on a soi-disant la liberté d'expression, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je me suis dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si je voulais Chirac en prison? À l'époque, il ne pouvait pas chanter ou pas écrire Louis XIV en prison, évidemment. Sinon, c'était embastillé tout de suite. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, moi, si je fais Chirac en prison? Donc j'ai fait la chanson pour voir. Voilà. Juste pour voir ce qui allait se passer. C'est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Merci. C'est bon la caméra? Voilà. On a finalement peut-être un sponsor, finalement, ce qu'on n'avait pas Voilà, voulu. il n'y avait pas de sponsor. Donc... mais peut-être, vous savez pour toute la salle que ça vous sera aussi offert pendant le concert. Voilà. Juste, j'avais dit juste après, juste avant. Cette notion, on peut la boire. Moi, je ne bois plus. J'ai arrêté de boire depuis longtemps. Ça m'arrange. Voilà. Alors, parce qu'on peut pas. Je veux bien faire les 3-8, faire des concerts, avoir des enfants, avoir une vie de famille, tout faire en même temps. Mais là, si je bois en même temps. Et voilà. Donc, cette notion de punk, finalement, de l'engagement politique, mais ça s'arrête à la musique, ça ne va pas plus loin? Si, ça va dans la vie. Il y a plein de groupes qui prennent position sur scène, qui montent sur scène en gueulant des slogans. Et je trouve ça un peu facile de gueuler des slogans devant des gens qui sont d'accord avec toi, de toute façon. Et pour moi, l'engagement, il est plus dans les faits, dans ce qu'on fait, dans sa vie. Mon engagement politique, il est dans le fait de continuer à travailler. Par exemple, tu vois, d'avoir mené la vie que j'ai menée. Pour moi, c'est dans la vie, il faut le prouver, ce à quoi on croit. C'est pas simplement de gueuler des slogans. C'est facile, quoi, sur scène. C'est même un peu lâche, quelque part. Parce que quand on a des responsabilités, on ne peut pas se permettre, quoi. Enfin, t'es maire d'une petite ville, d'un petit village, même, t'es face à tous les problèmes à gérer, quoi. Des gens qui n'ont pas d'argent dans ta commune, payer, enfin voilà, les écoles, il y a tout. Et toi, t'es sur scène, t'es artiste, c'est facile de monter, faire la morale sur scène, quoi, je trouve. Donc, j'ai jamais voulu le faire. C'est ce qui fait un peu les chansons contre ou pour il en faut, un peu évidemment. titiller, non mais pour titiller un peu les Manu Chao, etc. Oui, de temps en temps, il faut titiller, mais il faut essayer de pas être donneur de leçons. Ouais. Mais on ne l'est pas un peu quand on dit Manu Chao, Louise Attaque non, ça c'est pour me moquer, parce que je les connais, c'est des... Voilà, c'est pas... Mais si, bon, je me moque plus qu'autre chose, là. Mais c'est quand même un peu vrai. Oui, il faut se moquer un petit peu. En plus, aujourd'hui, on parle de ça, alors qu'il y a les événements, évidemment, que tout le monde connaît, et oui, la liberté d'expression et tout ça, oui, c'est quelque chose qui... pour parler de ces événements, par exemple, tout le monde a mis sur sa page Facebook je suis Charlie, mais pour toi, quand je pense, il y a des gens dans mon Twitter qui travaillent pour des magazines de mode ou des trucs comme ça et qui ont marqué « Je suis Charlie ». Ouais, j'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien qu'ils soient vraiment Charlie et que quand je lis ces magazines, je vois autre chose que ce qu'il y a d'habitude, quoi. Donc j'espère que ça va déboucher sur quelque chose et pas simplement des slogans que les gens vont garder une semaine sur leur page Facebook. Non, il ne faut pas m'applaudir pour ça, mais c'est vrai. J'espère que les gens vont prendre conscience, quoi. Des gens qui travaillent sur TF1 qui mettent je suis Charlie. Si t'es Charlie, prouve-le, quoi. Merci d'avoir dit. C'est important. Une partie qu'on voudrait discuter rapidement ensemble, c'est cette notion de créativité. Ouais. L'Imagination Week, c'est un séminaire de créativité où on essaie de parler de toutes ces dimensions-là. D'où ça vient quand on est chanteur, musicien, artiste? D'où vient la créativité? Ça vient d'une envie de faire quelque chose de sa vie déjà et de participer au monde, de faire quelque chose, d'être utile au monde. Et il se trouve que moi, je sais faire que ça. J'ai commencé à faire un groupe de punk et je ne sais pas faire autre chose. Donc c'est ma seule manière que j'ai trouvée de participer à l'avancée du monde. Enfin, sans être prétentieux, mais voilà, je ne sais pas faire autre chose. Évidemment, je pourrais aller en Afrique aider ceux qu'on... Voilà.
ceux qui sont malades en Afrique. Mais voilà, moi, mon truc, c'est ça, c'est de faire de la musique. Donc j'essaie de le faire le mieux possible, le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible. Et la créativité, je m'en moque à la limite. Je n'ai pas envie d'être original, de créer des choses. J'ai simplement envie de faire de la musique, de créer, d'être sincère, c'est tout. Je m'en fous d'être original, franchement, ou d'inventer des choses. J'essaie pas ça. J'essaie d'être honnête et sincère et de faire les choses le mieux possible. Et non seulement musicalement, mais même extra-musicalement, que tout soit en raccord avec ce que je crois. De jamais faire le... Je sais pas, de ne pas m'abaisser à, je sais pas, essayer de vendre des disques, essayer de passer à la radio, d'être en studio. Franchement, quand je suis en studio, jamais une seule seconde, je me dis, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va plaire, j'espère qu'il y a un morceau qui va passer à la radio. Au contraire, quand je suis en studio, je suis là à essayer de faire les choses peut-être les moins claires possibles, que les gens ne comprennent pas, je m'en moque, mais j'ai vraiment envie de tout faire pour ne pas rentrer dans cette espèce de moule où tout le monde est, un monde où tout le monde est là pour vendre son disque, ou vendre sa lessive, ce qui est un peu pareil d'ailleurs. J'ai vraiment pas envie d'entrer là-dedans, surtout. C'est ça qui fait que dans le dernier album, il y a cette phrase, la difficulté d'être artiste et d'être honnête. Oui, c'est artiste et honnête. D'être artiste et honnête, c'est très dur et en même temps, c'est pas dur. Et en même temps, c'est très très simple d'être honnête. Il n'y a rien de plus simple. C'est naturel. C'est naturel aux enfants. Les enfants sont honnêtes quand ils sont petits et c'est quelque chose qui est naturel à l'homme, je crois. Mais on perd très très vite ça. La société nous inculque tout le contraire. Nous dit que si on est sincère, honnête et désintéressé, ben voilà, ça ne marchera pas dans notre vie. Mais c'est pas vrai. Donc les leçons qu'on doit retirer, c'est l'engagement et l'envie. Quand on te voit sur scène, on ne peut que voir l'envie. Oui, le fait d'aller dans le public, le fait d'aller faire monter le tas de filles, comme tu me confiais que tu as failli être écrasé à en mourir. Oui, j'ai failli mourir un jour en Suisse, c'est vrai. Les filles m'écrasaient, et ça doit être des filles, c'est comme du poids, quoi. Quand on en a 20, 50 kilos, c'est quand même 1000 kilos. Et à un moment, la cage thoracique, ouais, j'ai failli mourir un jour, c'est vrai. Mais bon. Non, mais quand je suis sur scène, je me suis trop embêté au concert. Je vais voir trop de concerts où les gens sont là et ils font leurs chansons. Et tu dis, oui, pourquoi, à quoi ça sert, quoi. Moi, j'ai envie de tout donner tous les soirs. Sur scène, c'est la moindre des choses. La moindre des choses de tout donner. Tu es là, tu as la chance d'être sur une scène devant des gens. Bah, oui, il faut tout donner, sinon ça ne sert à rien. Enfin, j'aime pas le foot, mais j'étais une fois ou deux voir un match de foot. C'est pareil, les mecs qui marchent sur le terrain, tu dis pourquoi ils sont là à marcher sur le terrain? Si j'étais footballeur, je courrais tout le temps, je ferais tout pour marquer un but, je sais pas. Non, mais c'est vrai, quand tu vois des sportifs qui se donnent pas ou des chanteurs qui se donnent pas, on a la chance d'être sportif ou artiste, on devrait tout donner tous les soirs. Ça me fait penser, je me permets une anecdote personnelle, à un concert où j'allais voir Didier. Et c'est une des fois où je me suis dit, voilà, j'aimerais t'inviter à l'ESSEC. Il y avait le concert qui a duré pas 2 heures, etc., où Didier évidemment se lance dans le public, où parfois il monte au balcon pour donner sa guitare au guitariste de Trust qui était dans le public. Et surtout à la fin de Manu Chao, il passe donc évidemment sur les mains de tout le monde, tout le public qui est là, et se retrouve à l'autre bout. C'est la fin du concert. Et Didier va à la porte de la salle de spectacle, et Didier tient la porte, et il remercie les spectateurs qui sont venus. Il remercie des personnes, il est à côté, il dit au revoir, il tient un petit peu, tiens bonjour, c'était sympa ce soir, etc. Ça m'avait beaucoup marqué, parce que tous ici dans la salle, on va voir un spectacle, et l'artiste part derrière la scène. Et toi, tu restes devant, tu te dis au revoir, tu participes comme si tu étais finalement au même niveau que les autres. Oui, on est tous au même niveau. De toute façon, moi, pour qu'un concert soit bien, il faut que tout le monde participe. Et moi, je suis pas plus important que le public ou même que tous les gens qui travaillent, quoi. Heureusement qu'il y a un sonorisateur, sinon on ne m'entendrait pas. Heureusement qu'il y a un éclairagiste, on ne me verrait pas. Sinon, oui, tout le monde est aussi important. Et de dire au revoir aux gens, oui, ça me... Mais... Moi, tout ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter aux gens tout ce que moi, ça m'a apporté. Il se trouve que c'était le rock'n'roll, mais ça aurait pu être autre chose. Mais moi, c'est vraiment le rock'n'roll qui m'a sauvé. C'est une espèce de... C'est con de dire ça, le rock'n'roll m'a sauvé la vie, mais oui. Et j'essaie simplement, moi, de retransmettre ça aux gens. Tout ce que moi, ça m'a apporté, que ce soit quand je fais des disques ou quand je suis sur scène, de tout donner aux gens et leur apporter tout le bonheur, tout l'espoir, tout ce que moi, ça m'a apporté. Donc, quand je vais voir des concerts ou quand j'allais voir des concerts quand j'étais gamin, j'aurais bien aimé que les gens fassent ça. Les groupes américains que j'allais voir ou anglais, j'aurais bien aimé qu'ils descendent dans la salle après me dire bonjour, dire au revoir, ça aurait été fou pour moi, quoi. Donc je le fais.
Le public d'il y a 30 ans avait 22 ans, tu chantais avec eux, c'est l'âge moyen de la salle ici. Est-ce que les jeunes de 22 ans que tu avais dans tes salles, est-ce que ce sont les mêmes qu'aujourd'hui? Bon, il y en a qui viennent, mais il y a toujours plein de jeunes. Pas ceux qui ont 52 ans maintenant ou 50 ans, mais il y a toujours des jeunes de 22 ans. Les nouveaux 22 ans qui Oui, viennent dans tes mais salles. il y a même des enfants au concert. Je suis super content qu'il y ait des enfants. C'est vraiment super, c'est vraiment ce que je préfère, qu'il y ait des enfants qui viennent. Et maintenant, les gens qui étaient là il y a bientôt 30 ans viennent avec leurs enfants. Et... Je me rappelle la première fois où il y a eu des enfants, ça m'a fait quelque chose. J'ai eu l'impression d'être Claude François. Non, vous avez rigolé, mais je te jure que c'est vrai. Et je dis ça, c'est pas pour me moquer, hein, parce que quand j'étais môme, j'ai grandi avec... devant la télé en regardant Claude François. Et j'ai eu l'impression d'être Claude François et ça m'a rempli de bonheur et de joie. On va prendre des questions dans la salle. C'était pour lancer un peu le débat et quelques sujets autour de la créativité, voilà. Autour du punk, autour de la vie, mais c'est très important que nous partageons tous ensemble. Voilà. Faut oser. Hein. Ah. Ouais, il y a deux questions. Il y en a un qui lève la main. Deux. Ça n'a pas changé depuis quand j'étais à l'école. Personne ne lève la main. Ouais, bonjour. Donc vous étiez un des précurseurs du punk. Après, vous avez fait un ou deux tubes. Aujourd'hui, vous venez à l'ESSEC. Vous avouez que vous voulez être un peu Claude François. Est-ce que vous allez voter Sarkozy en 2017 ? Est-ce que je vais voter Non. J'espère voter Juppé. C'est triste, un monde où on espère voter Juppé. Quoi, tu vois. Notre seul espoir, c'est de voter Juppé. C'est un peu triste, mais bon. C'est un peu... Quoi. Bah non, hélas, quoi. J'espère que... Qu'est-ce que tu crois qu'on peut avoir de mieux que... Ah si. C'est peut-être encore l'éducation de mes parents communistes qui m'ont toujours dit qu'on s'était battu pendant des années pour avoir le droit de vote et tout ça. Donc moi, c'est important. J'ai toujours voté depuis 81. La première fois, c'était en 81. Ah non, mais le punk, je m'en fous. Justement, pour moi, le punk, c'était faire ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est important de voter. Je vote. Je m'en fous de ce que pensent les autres. Non, mais le punk, c'est devenu un cliché très vite. À partir de 80, c'est devenu un cliché au niveau habillement, au niveau musique, au niveau de mode de pensée qui pour moi est le contraire du punk. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous rêvez vraiment d'un monde punk ? Est-ce que vous ne pensez pas que si tout le monde était un peu comme vous, ce serait un sacré bordel ? Bah tu sais, des fois je me pose la question, mais comme on en est loin de toute façon. Tu vois, j'ai travaillé à la RATP, je faisais mon travail le moins mal possible, en me donnant le mot. J'ai pas fait beaucoup d'efforts, j'avoue, mais ça marchait quand même. Tu vois, il y en a qui étaient à fond dans le travail, qui étaient à fond là-dedans toujours. La différence entre moi, qui en foutais le minimum, et ceux qui étaient vraiment très impliqués, en vrai, ça change pas grand-chose. Non mais je suis sérieux, hein. J'y ai pensé longtemps à ça. Mais entre quelqu'un qui est impliqué à fond dans son travail, qui pense qu'à ça, et quelqu'un qui fait au minimum, c'est quoi, 5% de différence de... Donc... Non mais c'est vrai. J'y ai pensé. Oui. Sur les dernières années, donc vous étiez déjà connu, je pense, en 2012, et vous étiez toujours à la RATP. Ouais. Vous dites que vous en faisiez le moins possible. Oui. Donc j'en déduis que ce n'était pas un métier que vous faisiez par pure passion. Ah non. Et comment est-ce que vous viviez d'avoir donc pas besoin, je suppose, du salaire de la RATP et tout en n'ayant pas spécialement envie de faire le travail de la RATP? Qu'est-ce que ça fait d'aller travailler 8 heures par jour pour un métier où... Comme j'étais un petit peu extérieur, j'avais un regard extérieur là-dessus, c'était assez intéressant. J'aimais assez ça, bizarrement. Pas le travail en lui-même. Tout le monde ne peut pas faire un travail intéressant. L'absolu, c'est les éboueurs, il en faut bien. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ramasse les poubelles d'être impliqué dans son travail et d'aimer son travail. Moi, j'étais technicien à la RATP, c'est sûr que je n'aimais pas ça. Ça ne m'intéressait pas vraiment, d'ailleurs, mais j'ai jamais été intéressé par l'électricité ou tout ça. C'est par hasard que je suis arrivé là-dedans. J'ai eu 2 en électricité au bac, tu vois. Alors, j'ai passé un bac électrotechnique, j'ai eu 2. Voilà. Donc, ça ne m'intéressait pas. Ouais, non, bizarrement, j'aimais ça, aller travailler. Un peu comme un prêtre ouvrier, parce que plutôt pour les relations humaines, pour le social que pour le travail. Non, mais c'est intéressant, tu sais, je faisais les 3-8, donc la nuit, j'ai vraiment vécu des choses intéressantes. Quand tu es de la nuit dans les tunnels, des choses comme ça, tu vois plein de gens, des vraies gueules, des vrais caractères, des vraies situations que tu ne vois pas dans la vie de tous les jours. C'est assez intéressant.
Et ça me permettait surtout de continuer à faire de la musique en m'en foutant pas mal. Tu sais, on ne gagne pas tant d'argent ça qu'on a un groupe à notre niveau. J'aurais pu en étant intermittent, mais j'ai jamais voulu être intermittent. J'ai jamais voulu être intermittent parce qu'intermittent, pour moi, c'est... Comme je disais toujours, je préfère être fonctionnaire que fonctionnaire de la musique, quoi. Intermittent, ça peut être fonctionnaire de la musique. Surtout, je connais plein de groupes qui se disent anarchistes et qui, après, quand tu discutes avec eux, ils sont là, oh là là, mon intermittent, j'ai du mal ce mois-ci. Bah ouais, mais faut faire ce qu'on veut, quoi. Vous nous avez dit ce que vous pensez de TF1, des vendeurs de lessive, et du coup, je voulais savoir si venir à l'ESSEC, c'était aussi en soi une provocation punk, ou si vous aviez une envie de nous délivrer un message. Non, ni l'un ni l'autre, je pense que... Non, depuis que j'ai commencé, je me dis qu'il faut faire tout, il faut tout faire. Quand on me demande de faire des trucs, j'y vais. Quand j'étais petit, je regardais la télé, il n'y avait rien à la télé à part... Et quand il y a Coluche qui venait ou Gainsbourg, tu disais, waouh, il y a autre chose qui existe. Donc la télé, j'aime pas ça, mais les rares fois on me demande d'y aller, j'y vais quand même. À reculons, mais je me dis, il faut y aller. Si on me dit d'y aller, j'y vais. Voilà. Là, je suis venu, et voilà. Xavier m'a appelé, je dis, bah ouais, voilà, je verrai bien. Non, mais il faut tout faire pour moi dans la vie, on me demande, je viens. Du moment que tu ne viens pas pour vendre ta salade et que tu ne viens pas pour faire ta promo, c'est pas grave. Tu vois que tu fasses une interview pour un petit fanzine punk ou que tu ailles à la télé, c'est pareil. Si tu le fais pour vendre ta salade, c'est pas sain, c'est pas bien. Si tu y vas comme ça, en t'en foutant pas mal, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vrai, c'est l'état d'esprit dans lequel on fait les choses qui est important, c'est pas les choses qu'on fait. Tu vois, la Starac, je suis content qu'on m'a jamais demandé, j'aurais été bien emmerdé par contre. Non, mais j'aurais été emmerdé parce que quelque part, c'est tout ce que je déteste. Et là, de l'autre côté, je me suis dit, bah, je me demande, je me serais dit, bah, tant pis, il faut y aller, et j'aurais été bien emmerdé. Vraiment. Donc je suis content qu'il ne m'ait pas demandé. Le prochain Week-end Comédia, bah ouais, je sais pas ce que c'est, mais... Pourquoi pas? Bonjour. En tant que punk, vous pensez quoi du téléchargement illégal? Parce que quelque part, c'est un peu contourner les règles aussi. Ah bah, je m'en fous complètement. Moi, je fais de la musique et... Non, mais je suis sérieux, hein. C'est pas mon travail de vendre des disques, c'est pas mon travail de vendre de la musique. Moi, je fais de la musique. Après, comme je dis, il y a toujours des gens qui voudront faire de la musique, des gens qui voudront écouter de la musique et des gens qui voudront gagner de l'argent en mettant les deux en relation. Donc, j'ai pas peur. Il y en a qui seront toujours... je sais pas, je m'en fous. Non, ça me dérange pas. Le peu qu'on gagne sur un disque, c'est un disque, on gagne 10% sur le prix de gros hors taxe, qui doit être de 10 euros. Donc 1 euro divisé par 5, on gagne 20 centimes d'euros sur un disque. Tu sais, vous pouvez télécharger. Sachant qu'aujourd'hui, les disques, ça ne se vend plus. Le dernier, on a dû en vendre 4000 à 20 centimes. Ça fait divisé par 5, vous qui faites des études. Hein, voilà, c'est moins de 1000 euros, par exemple. Voilà, donc... Est-ce que vous pensez que l'art se corrompt forcément à partir du moment où on essaye d'en faire de l'argent, ou est-ce à une visée lucrative, ou est-ce qu'on peut garder quand même un peu d'intégrité tout en essayant de vendre sa salade? J'ai du mal à y croire. Il y a plein de gens, on va me donner plein de contre-exemples comme quoi c'est possible et qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais moi je veux continuer à croire que non, que c'est pas possible. Mon avis, c'est pas... Ouais, puis non, je pense pas. Non, mais non. Non, je ne crois pas que ce soit possible, vraiment. De toute façon, dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent réussir à devenir riches qu'on ne devient pas par hasard. C'est vraiment... ça arrive, mais c'est rarissime. Il y a tellement de gens qui se battent pour réussir que c'est rare que ce soit par hasard, quoi. Donc, qu'on soit peintre, cinéaste ou musicien, ceux qui réussissent, c'est que vraiment ils le veulent, quoi. Mais il y a des contre-exemples, hein, genre les Louis Attaque, quand ils ont vendu 3 millions d'albums, ça leur est tombé dessus comme ça, ils n'ont rien fait pour. Mais c'est rare. Mais je ne suis pas un anarchiste pur et dur, je ne suis pas contre le capitalisme, mais je m'en fous. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Je sais que ça existe, je sais bien qu'il faut payer son pain, je sais bien qu'il faut payer son loyer, mais je veux continuer à croire que c'est possible de vivre en dehors de ça. C'est bizarre à expliquer, j'ai du mal à bien expliquer, mais je pense que dans sa tête, on peut vivre à côté. Mais j'ai du mal à bien expliquer. Voilà, question suivante. Bonjour. Bonjour. La question que j'ai, vous avez dit que quand vous composiez, vous vous en fichiez un petit peu de ce qu'allaient penser les gens qui vous écoutent. Ouais. Donc pourquoi, pour qui vous composez, à quoi vous pensez? C'est juste pour montrer que vous êtes libre quand vous faites votre musique ou...
C'est bizarre, je sais pas au juste. C'est un espèce de... Je sais pas si je compose pour moi à 15 ans. C'est un peu bizarre. Mais en gros, ouais, je crois que c'est un peu... Je fais toujours le disque pour moi à 15 ans. Le môme de 15 ans qui écoute des disques dans sa chambre et qui rêve en écoutant ses disques. Je fais toujours le disque pour ça, je crois. Pour moi à 15 ans. Pas pour moi aujourd'hui, je m'en moque, mais... Et oui, j'essaie pas de choquer le bourgeois, comme on dit quand je fais les chansons, parce que de toute façon, ces gens-là ne m'écouteront pas. J'essaie plutôt de déranger, de provoquer les gens qui sont susceptibles de m'écouter. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller faire des chansons contre le Front National. De toute façon, les gens qui votent Front National ne m'écoutent pas de toute façon, par exemple. D'accord. Donc en fait, vous essayez de montrer aux jeunes qu'il y a une possibilité de vivre libre et heureux en faisant ce qu'on aime. Ah bah oui, je suis persuadé, oui. C'est ça l'idée. Ouais. Même en faisant du commerce, je pense que c'est possible. Non, mais oui. Non, il en faut bien, par exemple, il faut bien des DRH, il faut bien tout ça. Mais moi, je travaille à la RATP, on voit la différence entre des gens qui sont vrais, des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui essayent de faire le bien, et ceux qui s'en foutent. Et comment ça peut gâcher la vie de plein de gens, quoi. Des gens qui font mal leur métier, mal leur métier pour moi, mal leur métier, quoi. Qui font ça, qui sont pas forcément malhonnêtes, mais qui n'ont pas compris, ou qui sous la pression, font comme tout le monde parce qu'ils se retrouvent chef un jour. Là, voilà, quand on est chef, il faut faire chef ceux qui sont en dessous. Non, on n'a pas besoin de ça. Et généralement, c'est pas eux qui sont heureux en plus. Non, je vais faire de la philosophie à Balsan, mais non, mais c'est vrai. Hein, je me suis rendu compte que ceux qui étaient le plus heureux, c'est ceux qui faisaient pas chier les autres. Voilà. Est-ce que, honnêtement, entre nous, si vous aviez le portefeuille de Manu Chao, vous iriez vraiment en vacances au Congo Ah bah j'aimerais bien, ouais. Est-ce que vraiment, ça changerait vraiment beaucoup si vous aviez gagné 30 millions d'euros Est-ce que vous auriez vraiment changé de mode de vie? Je sais pas, mais plus je vieillis, plus je m'en fous, plus je me rends compte. C'est pareil, ça va peut-être faire vieux con ou n'importe quoi, mais plus je me rends compte que c'est... Je m'en moque. Ouais. Moi, j'ai envie d'être riche et célèbre. Quand on commence, on a toujours une petite envie, un petit pincement au cœur, en se disant prouver au monde. Mais prouver quoi au monde? Non. Plus ça va et moins j'ai envie d'être riche et célèbre, et plus je me contente de... Plus je suis content de jouer même dans des petites salles. Là, je fais un autre groupe avec mes enfants. Là, ça y est, c'est eux qui ont joué avec moi tout à l'heure d'ailleurs. Et on joue dans des petites salles, dans des petits bars, des endroits comme ça. Et ça me rend aussi heureux que de jouer dans des grandes salles, que de faire des grands festivals. Et plus je me rends compte que le bonheur n'est pas dans la réussite. Ils vont pleurer. Que de grandes phrases. Non, mais c'est vrai, je suis sincère. Vous vous imagineriez comment en étudiant en école de commerce? Comment je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que c'est possible de faire ça. Et il y a plein de gens, je crois, qui... Même dans la police, je pense qu'il y a des policiers qui rentrent là-dedans en étant sincères, en se disant je vais essayer d'aider les gens, par exemple. Ce qui est dur, je pense que c'est après de garder ça, de garder cet idéal. Quand on fait du commerce, ça ne doit pas être évident après. Quand on se retrouve dans une boîte où on te demande de faire du chiffre d'une manière ou d'une autre, ça ne doit pas être évident de garder son... Voilà, ce à quoi on croit. Donc moi, je m'imaginerais là, je ne sais pas du tout. Mais le peu que j'ai vu aujourd'hui, ça me change un peu la vision que j'ai de l'école de commerce. Donc ça a l'air mieux que ce qu'on pourrait croire. Non, c'est vrai, ce qu'on m'a expliqué, ça a l'air quand même plutôt bien. Vous avez l'air d'avoir des profs plutôt bien qui vous apprennent des choses plutôt bien. Et voilà. Donc vous avez de la chance quand même. Vous plaignez pas.
Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne pleure pas, mon amour, ma chérie. Je pense, allez plus près, mon amour, ma bien-aimée. Mon amour, ma chérie. Je vais plus près, je peux pas, bon, je peux pas venir plus près avec mon micro alors. Quand je suis dans mes nuits, je ne pense qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne rêve qu'à toi. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour. Quand je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Quand je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Certains t'ont promis le ciel, d'autres promettent la terre. Certains t'ont promis la lune, et moi je n'ai rien qu'à ma pauvre guitare. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie.
Come on,